Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos. Ça fait un moment que j'en avais pas fait. On va reprendre une vidéo comme ça toutes les 2 semaines. Donc j'en ai choisi 8 comme d'habitude. Donc c'est 8 cryptos que j'ai pris dans les commentaires de la dernière. Donc tout de suite maintenant, n'hésitez pas à mettre en commentaire des cryptos que vous voulez que j'analyse pour le prochain épisode. En général, j'évite les cryptos fork market cap vu que je les fais déjà assez souvent de mon côté. Donc voilà, en général, on est sur des cryptos entre le top 50 et le top 500 de CoinMarketCap. Évitez aussi les cryptos à trop faible capitalisation, où il y a aucune information, il y a aucune charte, etc. Bien que je peux les faire, c'est pas les meilleures analyses en général. Donc voilà, des cryptos entre le top 50 et le top 500. Donc on en verra 8 aujourd'hui: FXS, Maple, RLC, Pundix, Naka, Clore, Dodo, XVS. Pour la plupart, je ne connais pas grand chose d'un point de vue fondamental, donc on ira check de notre côté là-dessus, mais le but de ces vidéos d'analyse, c'est surtout de faire une analyse technique, puisque ça reste le domaine où j'estime être le plus compétent, bien que je peux faire une analyse fondamentale, je peux aller check la token mix, là-dessus il n'y a pas de souci. C'est juste qu'une analyse technique, ça prend quelques minutes à faire sur du long terme sur un projet, que si j'ai envie vraiment d'aller en détail sur l'analyse fondamentale, l'analyse token mix, lire le white paper, etc., là ça va me prendre plusieurs heures, donc c'est pour ça, c'est totalement différent comme approche. Mais le but, c'est je regarde quand même globalement qu'est-ce que permet ce projet-là, je vous donne mon avis, on fait une analyse de la token mix, pourquoi pas, mais on se concentre surtout, comme d'habitude, sur la partie technique. Alors avant de parler de ces 8 altcoins, comme d'habitude, je remets toujours en place le contexte, pour moi c'est important. Le contexte, c'est quoi? C'est BTC, donc sa performance, où il en est qu'on est sur résistance, est-ce qu'on a des signaux de retournement, c'est la Bitcoin dominance également, c'est le Total 3, voilà, toutes ces infos qui nous permettent de savoir si on est dans des phases propice aux altcoins ou pas. Alors déjà pour le BTC, donc on est sur des vues weekly ici, parce que quand j'analyse ces altcoins là, on est surtout sur du weekly, monthly ou daily si on veut vraiment affiner l'entrée. Mais en général, c'est pour des entrées assez moyen long terme. Donc sur le BTC, la vue weekly, on est toujours dans une dynamique haussière, d'accord, il n'y a aucun signal de retournement, ça sert à rien d'anticiper en se disant ah bah j'achète pas d'altcoin parce que le BTC va se retourner. Non, moi c'est pas la philosophie que j'ai actuellement. Pour moi sur les altcoins, on est toujours en train d'essayer de poser des bottoms, certains sont partis, certains sont en train de partir, certains posent toujours des bottoms, et de toute façon on peut regarder ça avec la charte Total 3 où voilà, on a un peu quelque chose qui se répète, phase de latéralisation, ok, pendant ici on avait fait pendant 2 ans. Ici on a une autre phase de latéralisation, on a eu une autre break, on a eu une autre pullback sur le haut de range, et on a eu une autre continuation. Rappelez-vous, ça c'est une charte que je vous en parlais au moment où on a break ici. D'accord, à ce moment-là, on a eu d'autres patterns de retournement, et voilà, c'est une charte qui est bullish, ok, on s'affranchit des 0,382, techniquement, qu'on casse ces 0,382, prochaine target, ça sera les 0,518 de Fibonacci, mais on voit, il y en a beaucoup qui disent, oui, l'altcoin season, c'est pour quand, l'altcoin season, c'est pour quand, alors oui, on n'a pas des altcoins qui vont surperformer le BTC et qui vont faire des x2 chaque jour, mais on a des altcoins qui performent bien dans leur globalité. C'est sûr, ça n'a rien à voir à ceux qu'on connu 2021, on a eu des phases hallucinantes sur les altcoins qui ont très bien performé. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, mais on a quand même des altcoins qui performent bien. Alors, c'est pas tous qui surperforment le BTC, donc Total 3 est toujours bullish, pour le moment, aucun signal de retournement. Oui, c'était plus encourageant de rentrer sur les altcoins qu'on était ici, mais il y a toujours des charts qui sont intéressantes. Sur la Bitcoin dominance, moi, franchement, ça fait un moment que je vous dis comme quoi on est sur résistance et il y a moyen de se positionner sur les altcoins. J'en parlais ici, j'en parle toujours ici. Et le dernier niveau, c'est les 60% de retracement. Ok, si on y va, ça sera pour moi le niveau ultime, ou pour moi BTC. Là déjà, on sera surévalué d'un point de vue Bitcoin dominance sur le total market cap. Ok, donc parce que là, quand on a 53 de BTC dominance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi la totale capitalisation des cryptos, donc on prend Ether, on prend l'ensemble des altcoins, BTC représente, et on prend le BTC également, BTC représente 53% du total market cap, ok, ce qui est assez conséquent. Et au vu de l'avancée de l'écosystème crypto, de les régulations qui se mettent en place, comment on se rend compte de certains cryptos qui ont une vraie utilité et qui ont un potentiel sur le long terme, oui, le Bitcoin reste intéressant, mais il perd sa part de marché sur le long terme. Donc pour moi, on a un rebond déjà qui est assez intéressant ici, et je m'attendais pas qu'on aille chercher des niveaux aussi élevés. Honnêtement, le rebond ici sur le haut de range, pour moi, c'était le max. Je pensais pas qu'on allait break ces 48%. Bon, on a été chercher les 53 à 55%.
Si vous voulez patienter, hein, moi comme je dis, ça fait un moment je me positionne sur les altcoins parce que j'associe la Bitcoin dominance avec la chart Total 3 également, mais ceux qui veulent vraiment un signal de retournement qui nous montre que Bitcoin perd fortement de la force contre les altcoins, c'est si on passe en dessous des 50%. Donc voilà, selon moi, au vu de la Bitcoin dominance, au vu du Total 3 et au vu de BTC, on est toujours dans des phases où s'intéresser à des altcoins, c'est toujours intéressant. Maintenant, ça veut pas dire n'importe quoi, c'est-à-dire des altcoins qui ont déjà fait des x20, x30 comme INJ, comme FET ou autre. Pour moi, on n'est plus dans des zones d'achat long terme, absolument pas. Par contre, des altcoins, peut-être ceux qu'on va voir, j'en ai aucune idée parce que je n'ai pas spécialement regardé les charts de tous, même s'il y en a quelques-unes que je connais. Et ben ça se trouve ça sera trop tard ou pas pour se positionner. Alors FXS, la chart je la connais puisque moi je suis positionné d'un point de vue technique. Alors d'un point de vue fondamental, je crois que c'est il y a un lien avec un... Alors je connais pas exactement le fondamental de FXS, on va regarder, mais si je dis pas de bêtises, c'est un protocole qui gère un stablecoin. Praxshare, hop. Ouais voilà, ok. C'est un système de stablecoin algorithmique. Donc moi je suis positionné depuis alors on va aller regarder ça ici, je suis positionné depuis les 6,1$, ok, et j'ai une première prise de profit au niveau des 100% de ce niveau-là, donc vers les 12,2$. Globalement sur FXS c'est assez simple, on est dans une phase de latéralisation. Alors on peut voir un range, ok, et à l'intérieur de ce range là un autre range qu'on a break vers le haut, et actuellement on est en train de faire un pullback sur ce haut de range. Alors, de préférence on doit éviter de le réintégrer, hein, sinon on aura de grandes chances de retourner chercher le milieu de range qui est les 5,7$, mais c'est le genre de chart où voilà, on n'est pas parti, ça n'a pas encore pump. Si je regarde, est-ce que j'ai plus d'historique que ça? J'ai plus d'historique que ça. On est revenu chercher un bon niveau. On va aller sur ChartCoinTrader Pro qui me permet d'avoir tout l'historique parce que ici j'ai mon data provider c'est Binance. Ici je peux avoir le data provider de CoinMarketCap. Hop, je me mets en weekly. On va se mettre en régular, et voilà, on est revenu chercher une très bonne zone de localisation. En général, comme ça, qu'on a ce genre de pump and dump. D'ailleurs, on a fait une structure ici de top de marché. Ce qui me laisse entendre, en général, ça c'est intéressant, c'est la manière où on a posé un top de marché. Ça peut vous laisser entendre, est-ce qu'on est sur un shitcoin ou non, quand on a une phase de latéralisation et qu'on a quelque chose comme ça. Vous pouvez vous dire que en général il y a une grosse manipulation, c'est un shitcoin et c'est pas un projet avec une vraie utilité, parce que en général quand on a une phase comme ça de latéralisation et d'accumulation, pour vraiment retourner chercher cette phase là, faut avoir une pattern de distribution. Si je prends en compte ici le BTC, lui ce qu'il nous avait fait dans cette phase, ici on a une phase de distribution, hein, ici c'est une phase de distribution, on n'a pas juste pump et bam, ok, non, on a eu cette phase de distribution, ici on a eu également une plus grosse phase de distribution, mais en général les tokens qui tac, pouf, voilà, méfiance de ce que c'est comme projet. Maintenant, ici, visiblement, on l'a pas fait, donc ça peut vous donner, je me base pas que là-dessus, hein, bien entendu, mais ça me donne ici un a priori que ici, on a eu une phase de top de marché, ok, une phase de distribution, et on est revenu chercher une très bonne zone de localisation, vu que c'était notre précédente zone d'accumulation. Et on essaye de ressortir de ce niveau-là. Donc, ça fait partie des charts qui n'ont pas encore pump. Ça fait partie des charts qui sont dans des phases de latéralisation, ok, dans des phases de range. Et je le dis assez souvent, je l'ai dit pendant de longs mois, avant 2023, pendant 2023, que les altcoins qui essayent de poser des bottoms, ils passent par ce genre de phase de latéralisation, où là, on a commencé ça en mai 2022, ça va faire 2 ans qu'on est dans ce genre de phase de latéralisation. Et là, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche de la personne qui va se dire, bon moi, FXS, j'ai une grande conviction sur le projet, d'un point de vue fondamental, c'est un excellent projet, et pour moi, actuellement, on est sous-évalué. Donc son but à lui, vu qu'il a confiance au fondamental, ça va être de se positionner sur des gros niveaux de support sans avoir une confirmation de bottom. Donc, exemple, un bad range. Ici, quand on revient chercher ce niveau-là, hein, le niveau des 5$, c'est un bad range, c'est un gros niveau de support, et il n'a pas besoin d'avoir la confirmation de retournement pour spécialement se positionner. La personne qui se dit ok, moi FXS, et c'est un peu mon cas, hein, comme je dis, moi comment je suis rentré ici, je me suis pas dit je me positionne sur FXS parce que je suis sur un gros niveau de support. Non, j'ai attendu une confirmation de retournement, ok, une structure en W, et je l'ai eu ici, ok, creux, sommet, creux,
ici, et j'ai eu ma pattern de retournement. Et à l'intérieur de cette pattern de retournement, j'avais ici également une plus grosse structure, ok. Donc là, pour moi, on a posé un bottom assez long terme. Techniquement, cette zone des 7 $, on voit à chaque fois, on a fait un pullback, on a eu une réaction, c'est normal, c'est un gros niveau de support. Et moi, c'était comme ça, je me suis positionné sur FXS, d'accord. Je me suis pas dit, ok, le fondamental, il est incroyable, non, pas du, parce que je me suis pas spécialement renseigné sur le fondamental. Donc, comme je dis, plusieurs approches, soit la personne qui a confiance au fondamental et qui se dit, ok, bah, je me positionne sur un niveau de support long terme, d'accord. Maintenant, quelqu'un qui veut se positionner d'un point de vue technique, et ben, il veut du flux, il veut une confirmation qu'on a posé un bottom, il veut une confirmation, il y a des acheteurs qui soient présents, et ça passe par tout simplement une phase comme ça de bottom avec une pattern de retournement. Et même si je mets ici un MACD, ça passe par un flux haussier avec un W sur le MACD, voire une divergence haussière, et là on a un bon flux haussier, d'accord, c'est ce qu'on veut pour se positionner. Donc ça dépend toujours de votre approche, et quelqu'un qui patiente vraiment, et qui veut vraiment un gros bottom long terme, bah là il se met en monthly, il attend une clôture au-dessus des 11 $, 11,6 $, ok, parce que là on aura une grosse pattern de retournement, même si on a déjà fait une petite ici, ok, si on commence à faire ça, là ok, on aura un gros bottom définitif, et techniquement, ce genre de bottom mensuel, voire trimestriel, ici on serait sur un W trimestriel, c'est pas tout le temps qu'on a ça sur les cryptos. Un exemple tout simple, BTC, il nous avait fait un bottom trimestriel ici, ok, voilà, c'est pas tout le temps qu'on a ce genre de bottom, et bon, on peut se dire, si on a une clôture là au-dessus des 14 $, si je prends en compte les mèches, si je prends que les bougies au-dessus des 9 $, on aura ici un bottom long terme qui sera installé sur FXS, et il y aura de grandes chances de ne jamais retourner chercher les 5 $. Alors, faut jamais dire jamais, on sait jamais si le projet cool ou autre, mais en général, ce genre de bottom monthly, trimestriel, c'est des bottoms long terme, et en général, ensuite, on sort de cette phase d'accumulation, on a une tendance haussière et un déplacement de la valeur. Voilà pour FXS. Maple, c'est une crypto du Real World Asset, si je dis pas de bêtises, qui est une plateforme de prêt d'entreprise, je crois, pour les marchés. Maple. Tac. Ouais, c'est bien ça. Oula, on a une distribution de jetons qui est vraiment pas terrible. Alors, d'un point de vue tokenomics, qu'est-ce qu'on a? On a une offre max et une offre totale de 10 millions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'offre max est de 10 millions. On pourra jamais avoir plus de 10 millions de Maple, du token Maple en circulation. Donc, le fait d'avoir une offre max, déjà, c'est assez encourageant puisque ça nous indique tout simplement il peut y avoir de l'émission de tokens, et il y a de l'émission de tokens jusqu'à atteindre les 100% d'offres en circulation, mais dès que les 100% d'offres en circulation seront atteints, eh ben on n'aura plus d'inflation, on n'aura plus d'émission de jetons, et qu'est-ce qui fera bouger le prix? Le prix, c'est juste l'offre et la demande, parce que oui, dites-vous que qu'est-ce qui fait bouger le prix? C'est l'offre et la demande. Donc si on a une demande supérieure à l'offre, le prix monte. Si on a une demande inférieure à l'offre, le prix baisse. Si on a une demande qui est égale à l'offre, le prix ne bouge pas, il fait globalement du surplace. Sauf que lorsqu'on a de l'émission de jetons, lorsqu'on a de l'inflation, lorsqu'on a tout simplement de la dilution, on réduit la rareté en augmentant le token de circulation, et ben dans le cas où par exemple on a une demande qui est égale à l'offre, si on rajoute de l'offre en plus, on se retrouve à avoir ici une demande qui est inférieure à l'offre, ok. Et ça peut ralentir l'évolution du prix, ça peut freiner la prise de valeur, ça peut, voilà, c'est pas terrible. Et alors ça dépend parce que ce qui est important, c'est on a 56% encore à libérer, ok. Maintenant, lors du dernier bull market, on avait des tokens aussi qui étaient bloqués, qui n'avaient pas toute l'offre qui était en circulation, mais pourtant ils ont bien performé. Oui, parce que c'est quelque chose d'important de regarder la tokenomics, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'est-ce qui fait bouger le prix, c'est la demande. Donc même si on a une inflation, même si on a une émission de tokens, si on a une demande qui est forte, le prix va augmenter. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que la tokenomics est bonne, et qu'est-ce que vaut le projet, qu'est-ce que vaut la communauté, d'un point de vue fondamental, qu'est-ce que ça donne. Si on a une tokenomics qui est pas terrible, mais de l'autre côté le fonda est incroyable, tout est incroyable, et il y a une forte demande, le prix peut augmenter, d'accord, parce que même si on a une forte inflation, la demande sera supérieure à l'inflation. Par contre, si on a un projet qui est pas terrible, et en plus une tokenomics pas bonne, là, c'est pas incroyable. Et ce qu'il faut regarder également, c'est la distribution des jetons. Parce que là, les jetons ici, on a une phase de préminage, ok, parce qu'on a déjà une offre totale de 10 millions, c'est-à-dire que là, tous les tokens ont été préminés, et les 56%, ils sont bloqués dans les smart contracts, en fait, lors de la création d'un projet, il va y avoir une phase de préminage, parce que c'est fini, les phases de Bitcoin ou autres, maintenant c'est des entreprises, quand on crée un projet comme ça, c'est des entreprises qui
qui crée ce genre de projet, donc faut récompenser l'équipe, faut récompenser les private investors, ceux qui ont investi quand le projet il n'était pas créé et tout, qui ont apporté de la liquidité, des fonds au projet, tout ça, c'est des entreprises. Donc automatiquement, il va y avoir des phases de blocage de jetons, donc ici 44% pour la fondation, 5% pour le public sale, 25% pour la team et 26% pour la seed sale. Donc on voit qu'on n'a pas beaucoup pour le public, on a 44% pour la fondation et 25% pour la team, ça reste assez centralisé selon moi, ok. Et en fait, ces tokens là, ils sont bloqués dans ce qu'on appelle des smart contracts. Pourquoi? Ça évite que, par exemple, la team qui a pu bénéficier d'un token Maple à un prix extrêmement bas, et au moment où on liste le projet, si tous les tokens sont échangeables, on a 100% d'offres en circulation, la team qui a mettez-vous à leur place, ils ont profité d'un prix très bas, ils vont prendre leur profit, ok. Et le fait de bloquer avec une date de déblocage, ok, ça peut être de manière linéaire, ça peut être suite à une date fixe ou autre, et on va débloquer petit à petit leur token, et ça évite d'avoir un gros dump sur le marché parce que tout vend. Maintenant, ce genre de distribution de jetons, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que on a 44% pour la fondation, on a 25% pour la team, et surtout on a que 5% en public sale. Donc ce qui rend la centralisation du projet assez important, et surtout, on peut avoir une team, lorsqu'on va avoir ces phases de déblocage, qui vont vendre, et ça peut ralentir l'évolution du prix. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on a quand même une offre max, et ce qu'il faudra regarder, c'est lorsqu'on aura 70-80% de tokens en circulation, déjà, d'un point de vue tokenomique, ça sera intéressant. Mais ça n'empêche que le prix peut très bien performer. Entre-temps, si on a un gros narratif sur les RWA, là-dessus, il n'y a pas de souci, d'accord? Comme je dis, la tokenomics c'est bien, mais la tokenomics peut servir à rien du tout si on a une forte demande. Voilà, ça c'est un petit cours sur la tokenomics, je voulais dire là-dessus ce que j'en pensais. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est bullish, d'un point de vue technique, on a ici une phase de latéralisation, ok, une phase de range pendant un long moment, on casse ce niveau par le haut, W weekly voire W mensuel, pas W trimestriel quand même, mais on a ici un gros bottom qui est posé. Techniquement, c'est ce genre de bottom qu'on pose, on reviendra jamais, on peut faire un pullback sur la ligne de coût vers les 7-8$, mais on reverra jamais un prix aux alentours des 3-4$, parce que ça, c'est une phase de structure de retournement où techniquement, ça reste un bottom long terme. On a pump, on a retracé, on est venu chercher la zone de rechargement, 0,118, très bonne réaction dessus. Et là on a refait une phase de range globalement, on est actuellement dans une phase à nouveau de consolidation, sauf que comme d'habitude, une consolidation précédée par un bottom, précédée par une tendance haussière, plus de chances de casser par le haut. Parce que ici, on est dans l'exemple très simple où on est dans une phase de bottom, ok, et on a une impulsion à la hausse qui est ici, un retracement et potentiellement une nouvelle impulsion. Ça se trouve on va range, ok, pour avoir une deuxième impulsion. Mais techniquement, une tendance haussière, c'est accompagné de plusieurs impulsions, donc ça sert à rien d'anticiper et de se dire c'est le top de marché. Non, on accompagne cette tendance. Maintenant, d'un point de vue investissement, ça dépend. Ça dépend, il y en a qui vont se dire bon Maple ici, moi j'ai un horizon de temps un peu plus long terme, même si j'ai pas ici l'entrée parfaite, parce que pour moi, l'entrée parfaite, elle était techniquement elle était quand on a break ce niveau-là. Ici, vers les 8,6$, et après quelqu'un qui a raté cette entrée, il trace sa zone de rechargement longue, et il place un ordre sur les 0,118 également. Maintenant ici on est quand même sur une résistance, même si pour moi, on n'a pas de signaux de retournement, on est sur une résistance, donc ça dépend toujours, d'un point de vue investissement, ça peut être un peu tard, parce qu'on a quand même fait une bonne performance. Maintenant, ça dépend aussi de votre croyance sur le projet, si vous estimez que c'est un projet sous-évalué, vous allez vous dire que peut-être $20, ça vaut pas $20, vous allez regarder le market cap, ok, capitalisation boursière 87 millions de dollars, et vous allez vous dire, ok, avec votre analyse, comme je dis, j'ai pas fait une analyse de Maple, mais avec votre analyse fondamentale, 87 millions, c'est sous-évalué, ça se trouve, vous allez vous dire, ok, Maple a le potentiel d'aller chercher, par exemple, les 1 milliard, les 800 millions de market cap, et du coup, vous pouvez la situer à côté de certains projets, et là, vous pouvez estimer, grâce à cette évaluation que vous avez faite, c'est des suppositions, mais vous pouvez vous dire, ok, elle a le potentiel de faire, donc là, si on part de 800 millions, de faire un x10 sur la capitalisation boursière, du coup, de faire un x10 sur le prix, d'accord? Ou un x8 si on a des déblocages qui arrivent, d'accord? Mais voilà, globalement, comment vous évaluez potentiellement comment vous pouvez vous projeter sur le prix d'une crypto. Maintenant voilà, clairement, ici on est dans une phase où on est sur résistance, c'est un peu tard, en tout cas moi j'aime bien avoir des entrées précises, vous devez me connaître depuis un moment, quand je rate l'entrée, tant pis, si on retourne chercher une autre entrée qui m'est intéressante, donc là, comme j'ai dit, moi en fonction de mon profil, il y avait une opportunité ici, au moment du break, il y avait une opportunité sur les 0,118, maintenant ici c'est trop tard. Si on revient chercher à nouveau ces 0,118, pourquoi pas, donc le bad range, globalement ici, si on est dans un bad range et qu'on retrace ici, pourquoi pas, sinon je suis pas fan de me positionner à cet endroit-là. Si on retrace, on va mettre des retracements.
0,382, ouais, on n'a pas grand chose, on a surtout ici notre zone de rechargement de short. Ensuite on pourra faire ici un nouvel ATH, je vais regarder si j'ai plus d'historique, non, c'est ici le dernier niveau. Donc globalement, ouais, allez, ça peut être une zone de prise de profit hein, pour pas mal de monde, entre les 50 et les 43 $, quelqu'un qui est rentré à 5-6 $, ici il est sur un x10, ok, c'est une zone clairement de prise de profit. Maintenant si on fait un nouvel ATH, on peut mettre ici des extensions, je vais juste être plus précis, hop, tac, hop, mettre des extensions, ce qui nous donne une target réaliste d'un point de vue technique entre les 110 $ et les 130 $. Voilà pour Maple. RLC qui a fait une bonne structure de retournement également. RLC c'est quoi? J'en ai déjà entendu parler. Je crois que ça fait partie du narratif d'Epine. RLC. C'est une plateforme de cloud computing, un truc comme ça. Tac. Ouais, c'est du narratif d'Epine IA, de ce que je vois. Un réseau où les utilisateurs peuvent monétiser, ouais, on est vraiment dans le narratif d'Epine, peuvent monétiser leur puissance de calcul ainsi que des applications et même des ensembles de données. Ok, donc narratif d'Epine, c'est un narratif qui en a beaucoup qui en ont parlé. C'est un narratif à surveiller, d'accord. Faut savoir, quand on a des narratifs comme ça, faut vraiment savoir surfer dessus. Alors des fois on va se positionner un peu trop tôt, des fois on va se positionner un peu trop tard. Ça dépend de la hype. Vous voyez par exemple l'IA, le narratif dessus dure depuis un moment. Donc des fois quand je regarde comme ça, par exemple je prends Fait, des fois on se dit le narratif IA il a bien explosé, on est sur les 66 $ ici. On a fait un x10, et on peut se dire c'est trop tard, pourtant on a refait à nouveau ici un x4. Donc ça dépend de votre approche. C'est sûr que d'un point de vue investissement, selon moi c'est trop tard. Par contre d'un point de vue trading, sur des grosses positions, enfin non, je voulais pas dire sur des grosses positions, je veux dire sur des grosses tendances, d'accord, donc des positions en mode swing trading, voilà, c'est ça que je voulais dire, sur des gros mouvements, voilà, parfait, sur des gros mouvements, il y a de quoi faire, d'accord, mais d'un point de vue investissement, ça peut être compliqué d'entrer ici. RLC, techniquement, pareil, hein, c'est... Moi, les signaux, ils étaient à la limite quand on sortait de ce range-là. Ok, quand on sortait de ce range-là, on a eu ici le break et le pullback. Après, il y a des premiers signaux pour quelqu'un qui est plus agressif, comme moi je pourrais l'être des fois, d'un point de vue technique. Ici, il y avait un signal que je n'ai pas pris et que j'aurais pu prendre. Honnêtement, ça c'est un signal que j'aurais pu prendre. En plus, je vois qu'on a une magnifique divergence haussière. Si je mets le MACD, ouais, elle est magnifique. Magnifique divergence haussière. Ici, on recrosse sur le MACD. En plus, avant de faire la structure, j'étais pas devant, j'ai pas vu la charte. C'est dommage parce que j'aurais pu me positionner sur ce niveau-là avec la même stratégie, vendre au double, etc., etc. Et en tout cas là, il y avait un cas d'école concret qui est magnifique. Maintenant, se positionner là, c'est compliqué parce que si je mets d'un point de vue retracement, on est peut-être sur les 0,382. On n'y est pas encore. Ouais. Bon, alors, si je prends ce mouvement-là, on est où? On est dans notre zone de rechargement de short. On est sur résistance actuellement. Actuellement, on est sur résistance, d'accord. Hop. Donc c'est compliqué de se positionner selon moi d'un point de vue investissement long terme. Par contre, si on revient dans les prochaines semaines, prochains mois, aux alentours des 2 $, ça serait une bonne zone de localisation, oui, sur du long terme, parce qu'on serait sur un gros niveau de support. Là, on a fait comme je l'ai dit, un W mensuel, on a fait un W trimestriel, ok, c'est une magnifique structure. Alors on attend que la clôture trimestrielle soit faite dans 7 jours, mais si on a un pullback ici, au niveau des 2,3 $, ok, c'est une très bonne zone de localisation, si on y revient, pour chercher des entrées. Maintenant, d'un point de vue retracement, on a vu, on était déjà sur un niveau important. Si je prends tout ce mouvement-là, on a notre zone de rechargement de short, mais j'aime pas mettre un Fibo sur une aussi forte amplitude, ok, parce que j'aime bien avoir des confluences entre des retracements de Fibonacci et l'action du prix sur des niveaux de résistance, et ici j'en ai pas. RLC, je crois, il existe depuis un moment. Ouais, depuis 2018, c'est bien ça. Ok, ça c'est intéressant d'avoir fait un nouvel ATH en 2021, comparé à d'autres projets qui n'ont pas fait de nouvel ATH en 2018, ça nous montre quand même qu'il y a une demande dessus, et on a bien bientôt une offre en circulation de 100%, donc encore quelques, il nous reste 17% à émettre en jetons, et ensuite ça sera juste l'offre et la demande qui pourra faire évoluer le prix. Donc ça c'est intéressant, et de toute façon si je regarde prix, capitalisation boursière, on n'a pas un market cap qui fait un nouvel ATH ou autre, ok, ça c'est ce que vous pouvez voir si on a une forte émission de jetons. Il y a des fois, on a un prix qui est extrêmement bas, et un market cap qui fait un nouvel ATH. Ça c'est qu'on a émis énormément de jetons, ce qui a augmenté le market cap. En général, c'est pas très sain pour le projet. Pundix, qui est classé quoi comme market cap? Je crois que j'ai déjà fait une analyse là-dessus.
ça me parle, je me rappelle plus trop, parce que je vois tellement de crypto, des fois je me souviens pas, mais ça me parle. Ah, c'est une crypto qui existe depuis un moment. Non, même pas, 2021. Voilà, on a bien chuté. On a 100% de tokens en circulation. Ok. Euh, ok. Ok. Alors, je vais juste regarder sur Mesari comment a été gérée l'émission de jetons. Si je peux voir quelque chose ici. Hop. Chart. Supply. Alors. J'allais dire on a de la burn de tokens, mais non, parce que ça a pas bougé, c'est sûrement un bug. Ok, donc là, si je comprends bien, on a tous les tokens qui ont été mis en circulation dès le début. Tous les tokens qui ont été mis en circulation dès le début. Pourquoi pas? C'est assez rare. Ok, c'est assez rare que ça se passe de cette manière-là. Euh... hmm, Ok, ça a pas l'air d'être à jour. Ouais, moi de ce que je vois ici sur Mesari, c'est que dès le début, on avait un circulating supply au lancement de 258 millions. 100 millions. Ouais, 258 millions. Donc tous les tokens ont été mis dès le début, ce qui peut justifier pourquoi on a autant retracé. Après, il y a eu le bear market aussi qui a joué. En général, quand il y a tous les tokens qui sont mis en circulation, ça fait une forte offre. Faut qu'en face il y a une demande qui soit présente. Ok. Mais voilà, faudrait se renseigner sur comment a été mis la distribution des jetons. Est-ce que c'est tout le public qui a pu en bénéficier, ou alors est-ce qu'il y a eu la team, etc., qui ont pu en bénéficier. Mais voilà, actuellement en tout cas, ça c'est du passé. On se concentre sur le présent. On se rend compte que on a 100% de l'offre qui est en circulation, donc pas de jetons qui va être émis. On a une offre max, donc on peut plus émettre de jetons, il peut plus y avoir de création de jetons, donc c'est juste l'offre et la demande qui fera clairement bouger le prix. Maintenant, renseignez-vous quand même si ça vous intéresse de ce côté-là, si on n'a pas un acteur qui détient une bonne partie de la supply, le fait d'avoir mis tous les jetons comme ça dès le début à disposition. Maintenant, d'un point de vue technique, la charte est propre. Honnêtement, la charte est propre. Ouais, la charte est pas mal, dans le sens où on était dans cette phase de latéralisation, on est sorti, ok. On attend la clôture mensuelle pour avoir vraiment une confirmation de sortie, mais sinon pour moi ici, en weekly, on est sorti. On a eu le pullback, on a une petite réaction, ok. L'idéal, ça serait, bam, de faire un sommet plus haut pour vraiment avoir la confirmation, mais là déjà, on a une preuve comme quoi on a un niveau qui est maintenu, et là pareil, on est dans une phase de latéralisation depuis presque 2 ans, et c'est le genre de... Voilà, on voit ici typique la tendance baissière, jusqu'à pousser à la divergence, que je verrai peut-être pas si je la vois. Ok, parfait. Je disais, je la verrai peut-être pas parce qu'on n'a peut-être pas assez d'historique. Des fois, c'est buggé le MACD sur des charts qu'on peut d'historique, mais on a notre divergence haussière ici. Ok, on en a une autre d'ailleurs à ce moment-là. Et donc affaiblissement au niveau des vendeurs de cette tendance baissière. On arrive sur une phase où on rentre dans un range. Ok, donc on a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. On a les acheteurs qui remportent la bataille. On a le pullback et on part dans une tendance haussière. Ok, on a une charte ici un peu cas d'école dans le sens où pareil, c'est le genre de charte intéressante. Je parle juste d'un point de vue technique. Je parle pas du fondamental ou autre, mais voilà, c'est le genre de charte intéressante d'un point de vue technique pour se positionner sur un pullback de breakout de range et jouer la continuation de tendance. Donc non, franchement, la charte, elle est pas mal. On a sûrement break le tunnel daily qui était sûrement bien baissé avec cette baisse. Ouais, hop. Ouais. Tunnel daily qui est d'office de résistance, on l'a break, on a légèrement fait un pullback, on l'a cassé, on l'a réintégré, et là actuellement, on avait un tunnel daily qui était orienté à la baisse, dès qu'il recrosse à la hausse et il repart à la hausse, on a une confirmation, et là, on est bien dans une dynamique haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas, de plus en plus haut, pardon, et voilà, pour moi, on peut continuer à hausser, en tout cas, il n'y a pas d'invalidation, enfin, on n'a rien à valider pour le moment, par contre, si on commence à réintégrer globalement les 55 centimes de dollars ici, avec une clôture weekly en dessous de ce niveau-là, attention, on aura des chances de retourner chercher au moins le milieu de range, voire ce premier creux, voir comment les acheteurs se défendent. En général, quand on réintègre un range, c'est pour retourner chercher le milieu de range ou le poke. Vous prenez le poke ici. Voilà, le poke, en général, c'est un niveau qui peut faire office de support également. Nakamoto Game, ça me parle, je crois que je l'ai déjà analysé également. Ça doit être un play to earn, ça. Après, il y a le mot game dessus, donc ça me surprendrait pas.
Ça a l'air d'être un play to earn. Ok, on a posé un gros bottom. Est-ce que j'ai des infos sur la supply? Parce qu'en général, comment est gérée la token mix sur des projets comme ça, c'est un peu catastrophique. Ah oui, ok. On a eu pas mal d'émissions de jetons. On le voit. Hein. On le voit, comment on le voit? Et ben tout simplement, le prix ici ne fait pas un nouvel ATH. La capitalisation boursière, elle fait un nouvel ATH. On va regarder ça ici. Chart, supply. Alors, ok, pourtant on n'a pas eu énormément d'émissions. Ok, c'est sûrement un bug alors. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? 180 millions, il y a eu de la burn, il y a eu du burn. Il y a peut-être eu du burn alors. Bon, c'est étrange ce qui s'est passé là. De toute façon, la token mix des play to earn, c'est toujours un bordel. C'est toujours comme ça. Les play to earn, c'est pas quelque chose, c'est build sur Polygon, ok. Les play to earn, c'est pas quelque chose qui m'intéresse moi personnellement. Je regarde très peu. À chaque fois, la token mix c'est toujours farfelu. Comment ça se passe? Mais on a 50% de l'offre en circulation, il faudrait se renseigner sur les 50% restantes, comment le déblocage va se faire, entre quels intervenants. Ok. Maintenant, d'un point de vue technique, ça reste assez clean, n'empêche. Hein. Ça reste assez clean. On a fait une bonne performance en vrai, entre le point le plus bas ici. Ah oui, quand même. Ah, on est passé de 6 centimes de dollars à 3 dollars. Une petite hype dessus, je vous avoue, j'ai pas suivi du tout le projet, je ne sais pas du tout ce que ça fait. On est combien sur market cap ça? 282, ah on revient de loin. D'un point de vue market cap, on est passé de 4-5 millions à 212 millions. Pour le moment, on n'a pas de signaux de retournement. C'est pas une zone où je me positionnerai d'un point d'investissement, parce que, en fait, posez-vous toujours la question. Pourquoi vous êtes tombé sur cette crypto? Ok. Pourquoi vous êtes intéressé par cette crypto? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes renseigné d'un point de vue fondamental et vous vous êtes dit que c'est intéressant? En général, si c'est le cas, vous êtes ici ou ici. Maintenant, la plupart du temps, les gens ils s'intéressent à une crypto parce qu'ils en ont entendu parler sur Twitter, sur YouTube, les réseaux sociaux, leurs amis, etc. Et quand ils en entendent parler, en général, c'est trop tard parce que on parle d'une crypto à quel moment? Quand elle a fait une bonne performance. On ne parle jamais d'une crypto quand on est dans des phases comme ça. Non, ça n'intéresse personne, d'accord? Donc en général, posez-vous toujours la question, ça c'est un bon conseil que je vous donne. S'il y a une crypto que vous analysez, posez-vous la question, comment vous avez été au courant de cette crypto? Est-ce que c'est parce que vous avez vu des choses sur internet, parce qu'on vous en a parlé, etc. Et comme je dis, en général, quand on parle d'une crypto, c'est que c'est trop tard, c'est que, parce qu'on a une grosse phase de latéralisation. Est-ce que ça m'intéresse de me positionner sur une charte qui est autant verticale? Non. Ça veut pas dire que c'est le top de marché, ça veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à monter. C'est juste d'un point de vue risk-reward, c'est pas intéressant. Je me positionne dans des phases où le marché latéralise, où le marché ne fait pas grand chose, dans des zones de rechargement de Fibo, sur des gros niveaux de support. Je me positionne pas d'un point de vue investissement long terme quand on a une charte qui est autant verticale. Par contre, pour de la continuation de tendance, ça c'est parfait, hein. On le voit bien, si je me mets en daily, voilà. On a toutes les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, et voilà, quand ça part, tunnel 1 heure qui fait office de support, le tunnel 1 heure qui casse, on revient chercher le 4 heures, ça repart, comme ici également, hop, 4 heures ça repart, hop, au moment où le 4 heures il lâche, très bien, on va rechercher le tunnel daily, on repart à la hausse, 1 heure qui fait office de support, le 1 heure il lâche, 4 heures, etc., etc. Et là on a rebond dans le 4 heures. Ça, pour la suite de tendance, c'est parfait. Quand on a un momentum comme ça qui boule, d'accord? Et c'est ce qu'on veut, hein. Quand on cherche à faire de la continuation de tendance, on veut un momentum qui boule, voilà. Ici, on veut aller là où l'action se passe, là où il y a du flux, ok. Et ça, pour de la continuation de tendance, c'est parfait. Par contre, là, je vous rappelle, ce genre de vidéo que je fais, c'est surtout d'un point de vue investissement. C'est pas intéressant, ici, de se positionner. La zone idéale, je vais tracer un Fibo. On va regarder, hop. Tac. Voilà, cette zone-là, c'est assez simple, la zone des 1,3 $, si on y retourne, c'est une bonne zone. Bonne zone de localisation entre les 0,118 et un niveau de support. On peut également regarder si on prend la liquidité, comment le marché réagit, et si on réintègre, on peut avoir un niveau assez intéressant. Sinon, les 0,786, c'est une bonne zone également. Quand je trace un Fibo comme ça, et quand je trace ce genre de retracement, ça veut pas dire qu'on va y aller. Quand je trace un Fibo, j'en ai aucune idée si on va retourner chercher ce niveau-là. Par contre, ça veut dire que si on y va, c'est une zone intéressante. Mais quand vous placez un Fibo, quand vous regardez des moyennes mobiles, c'est pas parce qu'on a un tunnel daily qui est ici que le marché va forcément y aller. Vous devez pas anticiper. Vous devez vous dire, ok, le marché ici ne m'intéresse pas, je mets des alertes.
Si le marché retourne chercher ces zones de localisation que j'ai déterminées, je rentre en position. Faites toujours le travail en amont, ok? C'est pas quand le marché retrace que ici vous dites ah qu'est-ce que je fais, je panique, je sais pas quoi faire et tout parce que vous n'avez pas fait le travail en amont, ok? Prenez les cryptos qui vous intéressent, tracez vos charts, mettez des alertes, ok? Déterminez des zones de localisation et quand on arrive sur ces zones-là, regardez comment le marché réagit et agissez en conséquence. Mais n'anticipez pas en voulant absolument que le marché fasse ce que vous voulez voir, ok? Vous vous adaptez au marché, c'est pas le marché qui s'adapte à vous. Ça c'est fini. Chlore AI, bon bah je suppose que c'est quelque chose en rapport avec l'intelligence artificielle. Bon bah comme la plupart de projets sur l'intelligence artificielle, c'est trop tard pour se positionner. On est quoi d'un point de vue capitalisation? 531. On a une offre en circulation de 249 millions, offre totale 318 millions. Très bien, donc on a des tokens qui sont encore verrouillés. Je sais pas si on a des infos sur la tokenomics ici. Non. Ça existe depuis quand ça? Ah ouais, donc on est vraiment parti de très bas. On a une forte tendance qui est amorcée. Vous voyez qu'on se pose comme ça, malheureusement, c'est compliqué de rentrer en position. Alors faites gaffe aux commentaires, vous voyez sur les côtés, un top 50 soon, Chlore Nextao, etc. Bon, ça c'est des gens comme vous et moi qui publient un message. C'est pas parce qu'ils ont accès à, enfin, il y a juste à créer un compte et publier un message. C'est pas pour ça qu'ils ont raison. Ne vous fiez pas à ce genre de personnes. Moi, je préfère juste au cas où, parce que je vois des messages là, top 50. Bon bah peut-être, hein, j'en ai aucune idée, mais bah d'un point de vue investissement, c'est compliqué de rentrer ici. C'est compliqué de rentrer ici, d'accord? Parce que, alors, comme je dis, hein, pareil, c'est pas pour ça que le marché ne peut pas continuer à performer. Quand on est comme ça, oui, c'est compliqué d'entrer. Maintenant, c'est sûr que si je mets quelque chose comme ça, et je vous dis, ah bah vous voyez, quand on était là, c'était simple. Oui, mais ça, on peut pas prévoir la suite. Maintenant, quand je regarde comme ça, alors actuellement, on est sur un bon retracement quand même. Visiblement, moins 34%. On est revenu chercher les 0,382 de Fibo. Pas loin, ok. 0,382, c'est le premier arrêt, c'est le premier niveau qui doit être maintenu pour avoir une poursuite de notre dynamique, ok. D'un point de vue continuation de tendance, c'est une bonne zone de localisation, mais en général, je vous conseille, si vous vous placez sur les 0,382, c'est d'avoir une zone d'invalidation claire, parce que quand on casse les 0,382, c'est pour aller chercher la zone de rechargement 0,118, 0,786, et dans le but où vous vous placez ici pour faire de la continuation de tendance, vous voulez pas garder une position qui va potentiellement partir dans une dynamique baissière ou dans un range. Maintenant, la zone idéale, elle est simple. Elle est simple, elle est entre les 18 centimes de dollars et les 10 centimes de dollars, ok? Pareil, je ne sais pas si on va y aller, le but c'est, comme je l'ai dit, de faire le travail en amont et de tracer nos zones de localisation, mais la zone, elle est assez visible. Si on va chercher cette zone de localisation, d'un point de vue technique, hein, c'est une zone idéale pour chercher des positions, parce qu'on aura un bon retracement, on sera dans une très bonne zone de localisation, comme on a eu ici, visiblement, vous voyez, on revient chercher ici, de ce mouvement-là, la zone 0,118, 0,786 et on marque un bottom. Si je passe en 3 jours, on a ici nos patterns de retournement, on break et on continue à la hausse. Comme on a eu ici, pareil, une pattern de retournement ici avec, hop, on prend le creux le plus bas, le sommet, le creux, le break et qu'est-ce qu'on constate? On a une pattern en W, une pattern de retournement. Donc voilà, ici, si on vient chercher cette zone, pareil, j'en ai aucune idée si on va aller, il y en a, ils vont me dire, non, on n'y retournera jamais chercher cette zone-là, on n'en sait rien. Hein. Ici, il y en a peut-être qui sont dit, on va jamais chercher rechercher cette zone-là, pourtant le marché a fait un moins 64%. Ok, voilà, et pourtant c'était fin 2023, novembre 2023, le BTC il a fait quoi à ce moment-là? Novembre 2023... Voilà, le BTC il est en pleine hausse. Donc vous voyez que on peut avoir un BTC qui est en pleine hausse, novembre 2023, décembre 2023, et de l'autre côté, avoir une crypto qui tape ici un moins 60%. Ok, donc ça sert à rien de dire oui le marché est bullish, etc. On a toujours des décorrélations, ça arrive, ok. Comme je dis, on n'est pas dans une bonne zone ici pour faire de l'investissement à long terme. D'un point de vue, allez, si on fait un peu de swing ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On est dans une bonne zone de localisation. Maintenant, on a break quand même un précédent creux assez important. On a des moyens mobiles qui sont orientés à la baisse sur du court terme avec le 1 heure et le 15 minutes. Globalement, on est dans une zone ici où si on commence à si on commence à réintégrer ce niveau-là, en breakant le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure, c'est-à-dire que, or là, on est vraiment sur du court terme. En général, je fais pas ça sur ce genre de vidéo, mais c'est pas grave. On commence à avoir un 1 heure qui est plat, on break le 15 minutes, on latéralise, on réintègre. Il peut y avoir un long qui se joue sur du moyen terme pour aller viser au moins un retracement sur le haut de range. Voilà pour Chlore. Alors, dodo, ça me parle. Ça me parle aussi. Après, il y a beaucoup de cryptos qui me parlent que quand je relis, je me dis, ah oui, c'est vrai.
Je crois que c'est du trading décentralisé, ça. Finance décentralisée. Ouais. 61% d'offres en circulation, offre totale, donc il y a déjà tout qui a été préminé, on a une offre max, donc ça c'est intéressant, parce que ici il me montre juste comment ça a été distribué, absolument pas. On a un historique depuis 2021, ok, on a un peu d'inflation, un peu d'émission ici, on le voit, hein, le prix est globalement plat, et on a une capitalisation boursière qui est importante. Ici, on voit qu'on a eu un fort déblocage. Vous voyez, prix, market cap. On voit que ici, on ne fait pas de nouvel ATH sur le market cap, on fait un nouvel ATH. Là, il y a eu un fort déblocage. Ok, voilà, c'est juste pour votre information. 40% encore d'offres en circulation, enfin d'offres à débloquer. La chart, on a vraiment pris cher. Un projet qui fait un moins 98%, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En général, les projets qui font moins 95% ou plus, c'est quand même que il n'y a pas une demande qui était présente. Alors. Ok. 47% la dernière année. Ouais, ok. Il y a pas mal de tokens qui ont été émis parce que, ok. On est passé de 0 à, du coup, 614 millions. Et là, 2022. Ok. Bon, il y a eu pas mal de déblocages au début, ce qui est normal pour la plupart des projets, mais bon, ça cause ce genre de dump. Maintenant, d'un point de vue technique, la chart, ça va, je dirais pas que c'est hyper, ouais, on a quand même une tendance, vu que on a ici posé un bottom, hop, on a ici notre phase de latéralisation, notre break, notre pullback, et depuis, si je trace ici les creux et les sommets, creux, sommet, on a un creux ici, hop, tac. Moi ici je vois qu'on a tout simplement des creux des sommets de plus en plus haut. Maintenant on peut être dans un range un peu plus long terme, ok, on le voit ici, rien n'empêche d'avoir un range à l'intérieur de ce range là, une tendance. Au niveau des moyennes mobiles, on avait, comme je vous le dis, ça c'est assez important, suivez toujours le tunnel daily qui vous permet d'avoir une visualisation globale de la tendance long terme. On voit que ici, on est sous le tunnel jaune, c'est pas une bonne zone pour se positionner. Ici, on a un break, réintégration, résistance, et là, vous voyez, on le break, pullback, on repart dans une dynamique haussière, pullback, et là, à chaque fois, les pullbacks dans le tunnel daily, c'est des bonnes zones pour du moyen long terme. C'est également une zone que je surveille, moi, de temps en temps, pour du long terme, parce qu'il peut y avoir de très bonnes entrées. Maintenant, on est toujours dans une phase de latéralisation. En fait, là, je me mets en logarithmique, mais si je me mets en normal, hop, on est toujours dans une phase de latéralisation. Ok, donc globalement, si on commence à s'affranchir en clôture, clôture mensuelle au-dessus des 0,25 centimes de dollars, on aura ici un bottom qui sera sûrement posé et on pourra entamer une dynamique haussière. Dernière crypto, XVS, c'est une crypto que je suis rentré en position vu que j'ai une alerte. Ça doit être ici. Allez où? Je vais taper XVS directement. Ouais, je suis rentré en position et j'ai déjà pris profit à x2. Ouais, ça fait un moment que j'étais rentré en position et j'ai mon prochain TP au niveau des 23 dollars. J'avais pris profit au niveau des 11,7 dollars. Voilà, alors juste c'est une crypto où je suis positionné d'un point de vue technique. Maintenant, ouais, la chart est pas mal, honnêtement. De toute façon, si je me suis positionné, c'est automatiquement que la chart est pas mal, sinon je me serais pas positionné. Parce que pour moi, sur ce genre de crypto à faible market cap, le technique prime limite sur le fondamental. Après ça dépend toujours de vous et de votre profil, mais voilà, on arrive sur une phase de latéralisation, ok. On est dans une phase de consolidation, dans un précédent niveau de support. Je sais pas si je vais avoir une charte plus importante que ça. Hop. Non, on est dans notre précédente zone ici de localisation. Et on est sur une phase où le marché ne fait pas grand chose. Et moi, c'est le genre de marché que j'adore. Ok, je m'intéresse très peu à une crypto qu'on a une forte volatilité, une forte dynamique baissière. Après, moins 80% une journée quand même. Mai 2021, ça, ouais. Je reconnais. Donc je m'intéresse très peu à une crypto qui est dans une dynamique baissière, pareil, moyenne mobile, toujours orientée à la baisse, vous voyez. Et qu'on commence à break, qu'on commence à s'y affranchir, moi c'est là où je me suis positionné. Si je reprends exactement ici, voilà,
tunnel daily, focus de résistance, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Ici, on commence à break, pullback, ok, parfait. Je suis rentré ici. Vous voyez qu'on a fait un creux plus bas, on a proposé ici une structure de retournement. Et voilà, j'aurais pu avoir une deuxième confirmation ici et de re-rentrer ici. C'est le genre de chart que j'aime bien et c'est le genre de chart que je vous dis depuis plus d'1 an maintenant qui sont intéressantes pour se positionner. Et pour la plupart, on commence à en sortir. On en sort. Ça, pour certains, c'est trop tard. Il y en a qui sont déjà partis. Il y en a qui sont toujours dedans, mais il y en a plus énormément. Et en fait, c'est des fenêtres qui s'ouvrent une fois tous les 3-4 ans sur les cryptos et après qui se referment. Et voilà, après, quand je ferai ces analyses de toutes les 2 semaines là que je fais, des fois, on transformera sûrement ça en suivi de tendance, parce que si on a une altcoin season, si on a un peu tout qui part, et on est déjà pour moi dans un bull market, il y en a qui se posent la question, est-ce qu'on est en bull run ou pas? Pour moi, on est en bull run. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir un x2 sur chaque crypto tous les jours, ok, mais qu'on voit l'état du marché, on est en bull run. Mais maintenant, sur pas mal de cryptos, ce que j'observe, c'est trop tard pour se positionner. Alors, pour certains, ça va pas être trop tard ici, parce que quand je regarde d'un point de vue retracement, alors je vais pas prendre ce mouvement-là, on va le prendre là. On s'approche des 0,382, ok, qui est notre premier arrêt. Je prends pas ce mouvement-là parce que je pourrais le prendre en vrai, mais ça me servirait pas à grand chose. On va dire que la bonne consolidation, elle était ici, et la phase de distribution, elle était ici. Et j'ai pas envie de dire ça c'est une anomalie, mais c'est compliqué de prendre ça en compte pour tracer un Fibo, même si ça peut totalement se faire. Alors là, on arrive sur les 0,382, on est pas n'importe où, on est sur un niveau de résistance, vu qu'on est sur notre bad range, ici, qui a fait office de support, on l'a cassé, office de résistance, donc voilà, on est sur un niveau qui est compliqué. Le but, c'est dur de se positionner ici, parce qu'on a une faible volatilité, on n'a pas grand chose, voilà, si je regarde là, si je pense à, voilà, on est sur du 40%, 50%, c'est pas l'idéal, les gens ils veulent des fois 3, fois 4, fois 5, mais ça faut patienter, faut travailler des positions qui latéralisent depuis un moment, et puis quand on arrive sur un range mature, quand ça part, ça part, et après on laisse courir les gains, on prend des profits tout simplement sur la montée. Maintenant ici, on n'est pas sur une zone idéale selon moi. Si je trace un Fibo, on va regarder une zone intéressante. Ouais, si on revient chercher les 8,5$, qui est notre haut de range, c'est une zone intéressante. 0,382 plutôt pour du moyen terme, si on a un pullback. Voilà, qui peut être en confluence avec le tunnel daily également, mais c'est peut-être des niveaux qu'on reviendra pas à rechercher, parce que le pullback on l'a déjà eu, parce que les patterns de retournement on les a déjà eu également, et le marché peut pas vous donner 40 opportunités tout le temps, d'accord? Il y en a beaucoup qui cherchent le signal parfait, ou que tout soit aligné, c'est-à-dire que la macroéconomie soit alignée, la technique soit alignée, qu'on a un BTC qui part, qu'on a une Bitcoin dominance qui est excellente. Il y aura jamais tout parfait. Au bout d'un moment, faut poser ses couilles, j'ai envie de dire, il faut y aller, faut tenter. Enfin, c'est pas tenter, non, c'est juste le risque est contrôlé, tout est contrôlé, et au bout d'un moment, faut y aller parce que vous avez des confirmations techniques qui vont dans votre sens. Mais si vous attendez tout, faut se dire que, alors c'est sûr que plus vous mettez de conditions, plus votre setup sera précis, mais des fois trop de conditions fait que vous allez jamais rentrer. Si vous faites en sorte que, ok, d'un point de vue technique, il me faut ça sur le BTC, il me faut ça sur le marché US, il me faut ça d'un point de vue macroéconomique, que tout se passe bien, que l'inflation est bonne, que les taux d'intérêt soient bons, qu'il n'y a plus aucune guerre dans le monde, etc. Vous rentrez jamais, d'accord, vous rentrez jamais. Donc au bout d'un moment, faut rentrer en position. Et là, c'est comme je dis, c'est trop tard selon moi, selon mon profil. Si on vient chercher les 0,68, pourquoi pas? Et d'un point de vue retracement, les 0,382 au niveau des 18$ et nos zones de rechargement de short entre les 35$ et les 28$. Si on break cette zone de rechargement de short, globalement, on peut tracer un Fibo là-dessus et on aura les 0,382 qui seront dans une bonne zone de localisation également. Si on break les 0,382, on aura de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH. Parce qu'après il y aura plus grand chose. Éventuellement, on peut avoir cette zone là. Ensuite il y aura plus grand chose. Voilà, j'ai terminé, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, surtout d'un point de vue technique. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. Comme d'habitude, j'essaye de faire une analyse technique qui vous montre ma vision, ma manière de fonctionner, mais surtout de vous apprendre certaines choses, de vous apporter de la valeur. On a vu la tokenomics à un moment, on a vu des parties d'un point de vue technique, etc. Le but c'est toujours de vous montrer comment on peut utiliser ces outils pour prendre de bonnes décisions. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, dites-moi ce que vous en avez pensé, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.